Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Aujourd'hui, notre émission sera consacrée à ces artisans qui ont du talent. Ils expriment leur talent par bien des manières pour notre plus grand plaisir. Tout à l'heure, nous vous ferons découvrir l'une des dernières manufactures en Europe à confectionner des globes entièrement à la main. Chaque pièce est créée dans leur atelier à Besançon. C'est personnalisable, donc tout simplement des pièces uniques. Un univers passionnant et poétique que l'on va explorer ensemble en deuxième partie de cette émission. Mais tout de suite, je vous emmène en Normandie où le mythique ballet en paille retrouve vie alliant tradition et modernité. Leur entreprise est reconnue au registre des métiers rares de France pour leur savoir-faire. Et on en parle tout de suite avec Arnaud Gabriel de la Ballerie. Sud Radio C'est ça la France. Merci d'être avec nous, Arnaud Gabriel, au micro de Sud Radio. Vous allez bien ? Ça va très bien, merci. Alors, je le disais à l'instant, chaque pièce est fabriquée à la main dans votre atelier en Normandie. Vous travaillez avec votre femme Marie-Laure. Vous travaillez à partir de la paille de sorgho cultivée localement. Le sorgho est compatible avec la Normandie. Eh ben oui, tout à fait. C'était pas gagné au début, mais en fait, ça pousse en Normandie, même s'il pleut. Si vous êtes dans une zone un peu ventée, ça pousse. Alors cette année, par contre, ça va être un peu délicat parce qu'on l'a semé très tard à cause de l'humidité du sol. Et on verra bien si on peut récolter ou pas. Il faut le rappeler, c'est une culture quasi inexistante en France. Ça vient d'Afrique, donc ça a besoin de chaleur. Voilà, c'est ça, oui. Pourquoi le sorgho alors ? Parce qu'on a toujours fabriqué les balais avec du sorgho, parce que c'est une paille qui se conserve bien dans le temps, qui a des tiges qui sont très longues, ce qu'on appelle le panache en haut. C'est très long et on a toujours fabriqué des balais de sorgho comme ça. Quand on disait les balais de paille de riz, autrefois, c'était pas de la paille de riz, c'était déjà du sorgho en fait. Alors vous êtes aujourd'hui les seuls artisans en France à maîtriser chaque étape de la chaîne de production, la culture, le séchage, l'égrainage, la teinture, la paille, l'assemblage. Vous faites tout. On fait tout, oui, tout à fait. On a relancé ce métier un peu disparu. Il y en a encore peut-être un ou deux en France qui font des balais traditionnels en paille de sorgho, mais ils ne le cultivent pas, ils l'achètent des pays de l'Est sans doute, ou je ne sais pas d'ailleurs. Et voilà, on est les seuls de faire tout d'un bout à l'autre, encore en Normandie. On a essayé de relancer un vieux métier pratiquement disparu. Et on a eu la chance de pouvoir acheter des anciennes machines, parce que c'est des machines qui sont rares. Et voilà, et donc on a pu relancer un peu ce métier. Alors nous, on a apporté de la couleur, on a apporté toute une gamme de balayettes différentes qui ont chacun leur usage, leur utilité, parce que la personne qui nous a formés était à la retraite depuis 8 ans, et il nous a dit, moi à la fin de ma vie, j'en vivais plus, donc il faut que vous trouviez des idées si vous voulez relancer ce métier-là. Et c'est mon épouse qui a eu l'idée de teinter la paille et surtout de faire toute une gamme de produits différents. Voilà, chaque balayette a son utilité et on a peut-être, 30 balayettes qui ont une utilité différente. Alors il a fallu justement relancer un savoir-faire. Vous l'avez dit, retrouver ces vieilles machines. Ça fait quoi de remettre en route des machines qui ne servaient plus depuis des années ? C'est agréable. Alors d'un autre côté, c'est des machines qui sont pas aux normes, donc on essaye de les mettre un petit peu plus aux normes pour que ce soit un petit peu moins dangereux qu'autrefois, parce que les normes ont bien évolué. Ce sont toujours des machines qui sont pas aux normes aujourd'hui. Alors moi, j'ai été formé sur des vieilles machines électriques. Mais alors qui vous a formé à ce métier, étant donné que ça n'existe quasiment plus en France ? Oui, mais c'est un des 2 derniers balettiers de France qui était à la retraite depuis 8 ans, qui était près d'Uzès. Et la chance qu'on a eue, c'est que ce monsieur-là avait conservé ces machines qu'on a pu remettre en route. Quand on l'a appelé, on lui a demandé s'il connaissait des machines à vendre pour fabriquer les balais. Et il nous a dit, vous en trouverez plus parce que tous mes confrères, c'est parti à la déchetterie, parce que ça a plus d'utilité. Et lui, il voulait en faire un musée de machines. C'est pour ça qu'il les avait conservées. Et il nous a dit, elles sont sous hangar, on peut les remettre en route. Et voilà. Et dans la foulée, on lui a demandé s'il pouvait nous apprendre à faire un balai. Alors lui, il faisait des balais blancs traditionnels qu'on trouve dans le commerce, cousus à la machine. Mais il faisait tout de A à Z comme ça. Et quand il a repris la suite de son père, il vendait un camion de balais par semaine et arrivé à la retraite, il vendait plus de 3 balais par semaine. Ouais. Et c'est là où il nous a dit, si vous voulez relancer le métier, il va falloir vous diversifier. Ouais. Voilà, exactement, trouver des idées parce que vous n'avez pas en vivre. Et puis il y a le concurrent, l'aspirateur, qui n'a pas aidé le balai. Oui, l'aspirateur, il y a eu l'aspirateur, il y a eu, les pays de l'Est qui ont envahi aussi avec leurs balais à bas coût, qui étaient
moins bonne qualité, et il y a aussi la culture du sorgho, où il y avait le Rhône dans le sud qui débordait, et il y a des années où il y avait plus du tout de culture de sorgho, donc ils étaient obligés d'acheter le sorgho à l'étranger, et le coût était plus le même. Enfin voilà, tout ça mis à bout a fait que les ballettiers ont disparu au fur et à mesure. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez relevé ce pari avec votre femme, et c'est une entreprise qui fonctionne très bien, et en plus vous exportez vos produits. Oui, alors on travaille un petit peu partout dans le monde. Alors on est limité parce qu'on fabrique à la main. On a beaucoup de demandes et on peut pas répondre à tout le monde. Mais par exemple, on a vendu aux États-Unis, au Canada, en Suède, en Suisse, en Allemagne, en Belgique. Voilà, on en vend un petit peu partout. Et dernièrement au Japon, parce qu'on a eu la chance d'aller faire un salon Tokyo au mois de février. Et donc c'est tout un culte la balayette pour les Japonais. Et voilà, donc on a découvert des marchés. Et puis notamment, on a un fabricant de tatami qui nous a donné plus de 60 tissus différents. C'est des tissus qui font le tour des tatamis et avec lesquels on fabrique des balayettes. Et chaque tissu a une signification pour les Japonais très importante, parce que le tatami au Japon, c'est toute une institution. Et voilà, donc on lui a fait toute une gamme avec ces tissus. En sachant qu'au Japon, c'est vrai qu'on vénère aussi ces métiers anciens. En plus, là, c'est un métier, à faible empreinte carbone, donc qui est vraiment d'actualité. Oui, parce que nous, on fait tout sur place, on utilise l'eau de la rivière pour nos teintes, on utilise des pigments naturels pour pas polluer le sol. Voilà, moi j'ai des machines, alors aujourd'hui au début je travaille avec des machines ancestrales qui sont électriques, mais j'ai fait refaire des copies d'anciennes machines du début du siècle tout en bois et qui fonctionnent avec mon pied. Je fais tourner le balai avec mon pied et je couvre mon balai au fur et à mesure. Et c'est pareil, la couture maintenant je l'ai fait à la main parce qu'on utilise plein de couleurs de fils différents, mais ça passe pas sur les fileuses, sur les machines à coudre. Donc nos balais ils sont faits entièrement à la main. Et donc pour vous donner une petite idée, la personne qui m'a formé fabriquait 20 balais traditionnels par jour et moi j'en fabrique 4. C'est pas que je suis feignant, c'est que le travail n'est pas du tout le même. Il faut 2 heures pour fabriquer un balai. Et vous aviez une précédente vie avant de vous lancer dans la fabrication de balais. Alors racontez-nous dans quel secteur vous travailliez avant. Est-ce que vous a donné envie de changer de métier ? En fait, avant, on avait créé une agence, ça n'a rien à voir, on avait créé une agence de location de matériel de travaux publics. On louait des nacelles, des mini-pelles, des rouleaux, des choses comme ça. On a fait ça pendant une dizaine d'années, ça marchait bien, mais hélas, on avait souvent des cambriolages parce qu'on était dans une zone assez isolée. Et voilà, et puis au bout de 10 ans, on a eu un très gros cambriolage et j'en ai eu un ras-le-bol en fait. Et j'ai dit, il y a un gros loueur qui voulait nous racheter, on en a profité, on a cédé l'agence et j'ai dit à mon épouse, je voudrais faire un métier de mes mains à la maison, je veux plus d'alarme qui sonne la nuit où je suis obligé d'aller voir mon agence et puis surtout éviter les cambriolages Et voilà, et donc j'ai eu un ras-le-bol et puis tout est parti d'une machine. On aurait pu fabriquer des Scooby-Doo, des chaussures ou je ne sais quoi, et on est tombé, c'est mon épouse qui est tombée sur une machine qui l'a interpellée et quand elle a regardé à quoi ça servait, elle s'est aperçue que c'était pour fabriquer des balais. C'était une vieille machine qui avait plus de 100 ans. Et elle m'a dit, est-ce que ça te dirait de faire des balais de paille? Et je lui ai répondu, je sais pas trop, faut voir. Et quand elle a creusé un petit peu plus, elle s'est aperçue que c'était un métier quasiment disparu en France. Et elle m'a dit, écoute, ce serait un beau challenge de lancer un métier disparu en France. Alors c'est un pari complètement fou, on peut dire. Même mes frères et sœurs me l'ont pas dit tout de suite, mais après ils m'ont dit, quand tu nous as dit que t'allais faire des balais de paille, ils disaient, ça y est, l'autre il finit mal sa carrière. Mais aujourd'hui ils sont fiers de ce qu'on fait, voilà, parce que on a rajeuni un peu ce métier-là. Nous on a voulu faire des produits qu'on met plus au fond du placard, mais qu'on accroche à vue et puis qu'on prenne plaisir à se servir. Voilà, quand vous avez un beau balai qui balaie bien, qui a des belles couleurs, vous avez plus tendance à vous en servir qu'un balai qui est moche, qui ramasse mal et que vous rangez dans le fond du placard. Et voilà, c'était notre démarche quand on a voulu faire ça comme ça. C'est incroyable quand même de se dire que tout est parti d'un coup de cœur d'une machine trouvée comme ça sur Internet. Et à partir de là, voilà, on a créé une entreprise, on en vit aujourd'hui. Et c'est un métier où on fait des très belles rencontres parce qu'on a un monsieur qui nous a appelé qui était du sud, et parce qu'autrefois tous les balettiers étaient dans le sud de la France à cause du sorgho, de la paille qu'il faut de la chaleur. Et il nous a dit, écoutez, j'ai encore mon père était balettier, j'ai encore ces machines il est décédé il y a plus de 20 ans, mais j'ai conservé ces machines.
Et je voudrais pas que ça parte à la déchetterie, que ça serve à rien. Et donc, on a été les récupérer, nous les a donnés. Et comme on fait des visites de notre entreprise, eh ben, ça fait partie des visites. Donc, il y a notamment une machine à coudre qui a plus de 130 ans, qui est une machine à coudre tout en bois, manuelle, et que je suis en train de remettre en état. Et il y a tout l'outillage de son père. C'est un outillage qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Et c'est assez ingénieux, les idées qu'ils avaient à l'époque. Et voilà, on fait des belles rencontres. On a aussi un autre club qui est à Marmande. C'était un village où il y avait 3000 habitants à l'époque, en dessous de Carpentras. Et il y avait 400 ballettiers dans le village. Et il y a une association qui s'est fondée il y a 40 ans, il y a plus de 40 ans. Et ils ont récolté, ils ont glané tout ce qui concernait les balais de paille à l'époque. Ils ont rencontré, ils ont interviewé des anciens ballettiers. Ils ont récolté, enfin, ils ont récupéré, des photos, plein de documents, des anciennes factures, des choses comme ça. Et ils nous ont tout confié parce qu'ils veulent que ça vive. Et donc mon épouse, dès qu'elle va avoir le temps, va essayer de faire un musée en ligne avec tous ces documents. Et puis en plus, ils nous ont donné un livre qui n'a pas été achevé sur les balais, ce qui a raconté toute la vie des balais de paille. Et c'est un écrivain du village qui est là, s'est décédé avant de terminer le livre. Et donc ils nous ont donné pour mission de terminer le livre et puis de l'éditer. Vous avez de quoi faire là dans les prochaines années. Oui, entre l'entreprise, la Ballerée, je rappelle le nom d'entreprise. La balletterie. La balletterie, excusez-moi, je l'ai mal prononcé. La balletterie. Et par ailleurs, justement, ce livre a terminé, Arnaud. Merci en tout cas d'avoir partagé avec nous votre passion pour ce savoir-faire rare et précieux. Merci et belle journée à vous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. On se quitte un court instant avant de découvrir un autre artisanat rare et particulièrement poétique. À tout de suite. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français sur Sud Radio. On vous fait découvrir ces artisans aujourd'hui qui ont fait le choix de métiers très rares. Vous l'avez compris, ce sont de véritables passionnés. Notre prochain invité est à la tête de l'une des dernières manufactures en Europe à créer des globes entièrement à la main. Sud Radio C'est ça la France. Et nous sommes avec Alain Sauter. Bonjour Alain. Bonjour. Vous avez fondé l'entreprise Globe Sauter et compagnie. Alors vous fabriquez avec vos équipes des globes terrestres de A à Z à partir de techniques héritées du XVIe siècle. Il y en a de toutes les tailles. On peut dire que ce sont des petites œuvres d'art. Oui, des œuvres d'art, en tout du moins, on a envie de leur donner un petit peu un aspect de bijou, à l'image de notre planète finalement. Alors ce sont des globes très poétiques. J'ai eu l'occasion d'en voir en vrai lors d'un voyage à Besançon. Rien que dans le choix des couleurs aussi, les teintes, pastel, rose, jaune, bleu. Enfin, c'est extrêmement doux cette façon de concevoir les globes. Oui. En fait, on joue vraiment sur ce côté-là. Vous avez tout à fait de dire poésie. L'idée de départ, c'est que le globe terrestre d'aujourd'hui, c'est plus une encyclopédie comme ça a pu l'être au XVIe siècle ou jusque dans les années du XXe siècle, on va dire. Et le but du jeu, du coup, c'est de faire rêver. Un globe, ça sert à faire rêver. Et puis à partir de là, on met tout là-dessus, sur les couleurs, sur la cartographie, pour emmener les gens en voyage. Vous êtes géographe de formation. Ce sont quoi, les voyages, la passion des cartes qui vous ont donné envie de vous lancer dans cette aventure ? Oui, c'est tout ça à la fois. Effectivement, la géographie qui m'a mordu très tôt, et c'est une vraie passion. La passion du voyage, qui est une passion partagée avec ma femme. Et puis surtout, un attrait certain pour le travail manuel. Et qui, quand on est prof de fac, il y a quand même mieux au niveau travail manuel. Du coup, le globe terrestre, ça paraissait être cette activité qui mélangeait toutes ces passions-là, le manuel, la poésie, la géographie, et tout ça. Alors là, vous avez relancé, vous aussi, un savoir-faire qui avait disparu, un artisanat qui n'était plus vraiment présent depuis les années 60. Comment vous avez fait pour vous former, pour apprendre les gestes, les techniques ? Ça a été assez compliqué, mais ça a beaucoup intéressé le chercheur que j'étais. Alors ça avait disparu, oui et non, ça avait disparu en France. En tout cas, le dernier s'était arrêté quelques années avant moi sur des globes vraiment gigantesques. Des globes, on va dire, plus à vocation industrielle, s'était arrêté effectivement dans les années 60. Aujourd'hui, à travers l'Europe, on est 6-7 maximum. Comment j'ai fait ? Je les ai contactés, ces quelques personnes-là. Ils m'ont souhaité bon courage, mais ça s'est arrêté là. Et après, ça a été beaucoup de lectures dans les deux ouvrages, et puis surtout beaucoup de tests, retrouver les bons matériaux, retrouver les bons gestes. Et puis au passage, d'ailleurs, créer ses propres outils pour faire des globes. Ouais, voilà, au passage, c'est un travail titanesque. Vous vous rendez compte quand même, retrouver justement ces techniques. Puis alors, pour faire ces globes, racontez-nous, parce que ça se fait avec du plâtre, c'est ça, il faut faire les demi-sphères. Là, on parle que de la fabrication du globe, après il y a tout le travail par-dessus.
Exactement, voilà, on commence par faire une sphère en plâtre armé, plâtre ici, ça se nomme du staff, ce qui donne un certain poids et puis une réelle solidité à l'objet qui a vocation à traverser les générations. Vient ensuite une opération vraiment délicate, on va coller les morceaux de papier sur le globe qu'on appelle des fuseaux, ils forment un petit peu comme une amande, comme un kayak. Un travail extrêmement long mais extrêmement agréable de peinture, on fait toute la mise en couleur à l'aquarelle, c'est ça qui va donner vie au globe, voilà. Et puis vous voyez, comme on s'ennuie, on va faire également tout ce qui est support de poids qui va supporter le globe. Alors, j'ai lu dans une interview que vous disiez que c'était vraiment une course contre la montre, car le plâtre, il sèche très rapidement, donc il faut trouver la météo a un impact sur votre façon de travailler. Oui, très clairement, sur le plâtre, effectivement, puisque c'est une réaction qui influence avec la température, et là, en plein été, donc, quand il fait très chaud, il nous faut vraiment beaucoup de précision, donc il faut être très vif dans le geste, sinon on fait ça à longueur de journée, donc ça commence à aller. Ça va également influencer sur les étapes de collage, puisque la colle réagit avec la chaleur. Mais alors, justement, vous travaillez à quelle période de l'année ? Est-ce que l'été, ça marche ou ça marche pas ? Est-ce que c'est plutôt l'hiver ? J'aurais envie de vous dire qu'on travaille que l'hiver et l'été, on est en vacances, mais malheureusement, on peut pas se le permettre. Donc nous, on travaille toute l'année. Là, en ce moment, moi, j'ai des horaires un petit peu aménagés où je travaille vraiment très tôt le matin. On n'a pas un local extrêmement climatisé, donc voilà, on s'adapte. Et combien de temps ça prend pour mettre tout ça en avant ? Parce que, vous l'avez dit, il y a d'abord la fabrication avec le plâtre, on va recouvrir le tout de feuilles, on va dessiner tous les continents, les fuseaux horaires dans les moindres détails. Tout ça se fait à la main. Ça prend combien de temps pour réaliser un globe de A à Z ? Alors, bien évidemment, ça dépend des tailles. On va parler d'un globe de taille standard qu'on imagine tous chez soi ou qu'on avait peut-être à l'école, 32 cm, c'est un petit peu plus gros qu'un ballon de basket. Il va nous falloir une bonne quinzaine d'heures de travail cumulé qui vont s'étaler sur au moins 2 semaines, parce qu'il y a des temps de séchage qui, eux, sont incompressibles. Bah oui, parce que là encore, il y a une envie de travailler avec des matériaux nobles, comme à l'époque. Pas de plastique chez vous, on est loin de ces globes en plastique avec des couleurs criardes. Exactement. Oui, on a vraiment coutume de dire que sans plastique, c'est plus chic. Et derrière, il y a vraiment l'idée de faire un produit durable dans tous les sens du terme qu'on entend aujourd'hui, durable qui va traverser les générations, donc qui est censé être restaurable. Et nos globes peuvent partir chez un restaurateur d'œuvres d'art pour être remis à neuf s'il faut, et durable en ayant le moindre impact possible sur l'environnement, on va dire. Qui nous emmène à être sourcé en France. C'est un artisanat d'art. Exactement, voilà. Et donc, comme tous les artisanats d'art, tous les artisans d'art, on est passionnés et c'est ça le gros moteur. Hein. Quelle est la principale difficulté dans ce savoir-faire, dans la conception de ces globes terrestres à la main ? Je dirais c'est d'avoir la patience. C'est la principale difficulté, c'est de prendre le temps, de surtout pas forcer, de pas être pris par des contraintes économiques, ce qui peut paraître bizarre quand on parle d'une entreprise. Et du coup, derrière va arriver ces étapes vraiment précieuses de collage des morceaux de papier, notamment où là on veut aucun fort raccord et il faut absolument prendre le temps. De même que sur la peinture, on va jouer très calmement avec le pinceau. Il est hors de question de déborder avec la couleur, mais plutôt justement de ramener cette poésie. Donc la difficulté, elle est là, la patience et la minutie. Et aujourd'hui, c'est combien de personnes qui travaillent avec vous ? Vous avez dû former, j'imagine, sur place ? Oui, alors on a formé, on a la chance d'avoir une belle évolution après un énorme creux qui est, comme beaucoup, à la crise sanitaire. Aujourd'hui, on est 6 à l'atelier, moi compris, dont 3 nouvelles recrues. Alors dans la 3, on a un ébéniste qui, lui, a appris son métier à l'école, puisqu'il y a encore des formations, ébénistes, heureusement. Par contre, 2 autres personnes nous ont rejoints sur l'apprentissage de création de globes, vraiment la fabrication. Et là, on n'avait aucune école qui répondait à nos besoins, donc on les forme en interne. Et c'était un vrai pari, là aussi, de se dire, voilà, je recrée ces globes avec les techniques de l'époque et j'en fais un business. Exactement, c'est un pari fou en fait, mais c'est toujours le même adage. Si on savait que c'était impossible, on l'aurait pas fait. Avec le recul, je me dis que peut-être que j'aurais été mieux à rester à la fac. Mais oui, c'est une passion gigantesque et quand on pense à la passion, on oublie tous les problèmes que connaissent toutes les entreprises. Et aujourd'hui, vos clients, ils sont essentiellement en France, à l'étranger également. Comment ça se passe ? Alors, on a une clientèle essentiellement francophone, donc France bien évidemment, Belgique, Luxembourg, la Suisse, qui sont nos voisins quand on est à Besançon, et de plus en plus à l'international également. Ça va être des clients particuliers, mais également de l'institutionnel ou des grandes maisons.
Et il vous arrive de communiquer régulièrement avec d'autres personnes comme vous qui travaillent dans ce même savoir-faire à l'étranger? Est-ce qu'il y a une communauté justement de ces artisans d'art passionnés de globes terrestres? Alors j'aimerais bien, ça serait vraiment chouette qu'on puisse organiser des rencontres. Il y a un équipage en Angleterre qui a très bien grandi aussi, qui est très bon, que j'avais contacté à l'époque. Mais ça n'avait pas donné suite. Je pense que chacun est un petit peu sur son terrain. Il y a quand même beaucoup de secrets de fabrication. On a peu de concurrence et on a un petit peu envie de garder chacun notre entre-soi. Et oui, il y a des discussions qui se font. Alors très clairement, voilà, sur la France, il y a une restauratrice de globes terrestres spécialisée dans ça, qui est à Vincennes, l'atelier Lucille Zéphyr, avec qui on prend plaisir effectivement à échanger. Et une autre personne, je ne sais pas si elle nous écoute d'ailleurs, qui est sur Cognac, et ça serait aussi intéressant de temps en temps de discuter de cette passion, oui. Dernière question, Alain Sauter. C'est quoi la prochaine grande étape pour Globe Sauter et compagnie? La prochaine grande étape, ça va être très terre à terre, ce que je veux vous dire, ça tombe bien, ça va être de changer de locaux, parce qu'on commence à être très serré maintenant qu'on est six. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, ça. Ça veut dire que voilà, on doit produire davantage. Voilà, et donc si on change de locaux, on pourra avoir des ouvertures plus grandes, et ça veut dire qu'on pourra faire des globes plus grands, puisque là, après, on est coincé dans la taille de nos globes, il faut déjà qu'on les passe par la fenêtre pour les plus gros. Donc voilà, d'avoir une vraie grosse porte pour faire un énorme globe, ça serait génial. Oui. Quel est le globe terrestre le plus imposant que vous ayez eu dû faire? Pour le moment, on s'arrête à 80 cm de diamètre, ce qui commence à être vraiment très gros. Voilà, et on a échafaudé des premiers projets pour des globes de 1,20 m de diamètre, ce qui est à peu près le globe de la fameuse photo de Churchill à côté de son globe. Voilà, c'est ces gros monstres-là. Merci beaucoup, Alain Sauter, d'avoir partagé avec nous votre passion. Merci, belle journée à vous. Merci, au revoir. Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter. La Chambre de métier de l'artisanat d'Occitanie vous présente Sud Radio C'est ça la France avec Thibaut le French Trotter. Avec Thibaut, on poursuit notre tour d'Occitanie à la rencontre de nos artisans passionnés. Eh bien Nathalie, on part dans une ancienne bastide royale avéronaise, sauve-terre de Rouergue, à une trentaine de kilomètres de Rodez, une terre de création et de savoir-faire. Et justement, on a rendez-vous avec Nicolas Goubiou, qui est maître artisan ébéniste. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Alors parlez-moi de votre savoir-faire qui allie le travail du bois avec celui du verre, du cuir et du métal, c'est bien ça? Oui, voilà, donc moi je suis ébéniste, donc fabricant de mobilier sur mesure et créateur de meubles. Donc je travaille le bois massif. Je remets au goût du jour le travail du plaquage de bois, donc de la marqueterie, mais marqueterie géométrique. Et dans mes meubles pour faire des nouvelles créations et puis que ça soit moderne, j'allie plusieurs matériaux, le cuir, comme vous aviez dit, le verre, le fer. Voilà, on peut faire beaucoup de choses. C'est important pour vous de travailler plusieurs matières? Moi j'aime bien parce que ça nous met en relation avec d'autres artisans. Moi je suis tout seul dans mon atelier, donc ça me permet aussi de découvrir d'autres métiers, et puis ensemble on crée des choses, c'est fabuleux. Il y a d'autres métiers, je crois, à Sauveterre de Rouergue. Il y a des peintres, il y a un verrier, maroquinier, coutelier. Et je crois que vos créations à vous sont inspirées par la nature, je crois. Il y a une table en forme de goutte d'eau. Voilà, c'est ça. Moi je m'inspire beaucoup de la nature parce que pour créer des nouvelles formes de nos jours, c'est pas évident. Donc moi voilà, je me donne des thèmes. Donc là, à partir d'une goutte d'eau, je me suis dit qu'est-ce que j'en fais? J'en ai fait une table basse. Voilà, j'ai une console qui s'appelle console Carapace. J'ai un guéridon, il s'appelle le libellule bleu parce que je suis parti d'une libellule. Donc chaque création a un nom particulier. Voilà, chaque création a un nom particulier et du thème en découlent les formes. Alors Nicolas, j'aimerais que vous nous racontiez votre parcours qui a été marqué, je crois, par un passage chez les Compagnons du Devoir pour le traditionnel Tour de France. Oui, voilà, quand je suis parti de ma région, moi je suis originaire des Deux-Sèvres, à 19 ans, voilà, j'ai été affecté à Rodez. Après j'ai tourné pendant 6 ans, voilà, je suis devenu compagnon ébéniste et la vie a fait que je suis revenu dans la région de Rodez que j'appréciais vraiment beaucoup par la qualité de vie. Voilà, et après je fête mes 10 ans cette année de fascination bois. Donc ça fait 10 ans que je suis à Sauveterre de Rouergue et voilà, je viens de faire construire mon atelier, j'ai un showroom, atelier boutique. Alors pour monter cet atelier, vous avez été accompagné? Ça s'est passé comment? Déjà au début, pour monter mon projet, voir s'il était viable, j'ai été à la chambre de métier et de l'artisanat de Rodez. Donc ils m'ont suivi parce que c'était une création d'entreprise. Oui. Donc après j'ai loué un atelier d'un ancien menuisier ébéniste à Sauveterre de Rouergue et toujours, les 3 premières années j'ai été bien accompagné. Je suis toujours accompagné, mais c'est surtout les 3 premières années qu'il faut être accompagné. Voilà, donc j'ai loué un atelier pendant 9 ans. J'ai vu que l'activité marchait bien, donc vu qu'il me reste que 25 ans à bosser,
Allez, ça vaut le coup d'investir. Et puis vous êtes dans une belle région. Sauveterre de Rouergue, c'est pas par hasard, ça fait vraiment ma pièce d'identité, quoi. C'est ma carte de visite. C'est votre Venez ADN. voir, vous allez vite voir. Hein. Bon, on viendra vous voir, ça j'en doute pas. On parlait de la CMA, vous avez été sélectionné pour exposer vos œuvres au sein du Salon régional des métiers d'art, qui s'appelle Fragments, ça se passe à Toulouse. Alors parlez-moi un peu de cette expérience. Alors Fragments, voilà, moi j'ai fait le 2e salon et le 3e salon l'année dernière, donc là je postule pour le 4e, je croise les doigts pour être pris. Bon, déjà c'est un lieu magnifique, l'Hôtel Dieu à Paris, l'Hôtel Dieu Saint-Jacques, à Toulouse, et ben c'est un bel écrin, et je veux dire, on voit directement le public en face de nous, et la chambre de métier nous offre le salon, et on est accueillis vraiment comme des rois. Donc c'est un sacré coup de pouce, on a vraiment une chance et une opportunité grâce à la chambre de métier et à la région qui nous finance ce salon-là pendant 3 jours. On va rappeler que vous êtes labellisé Fabriqué en Aveyron et Atelier d'Art de France, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Et l'atelier, donc votre atelier boutique, c'est Fascination Bois à Sauveterre de Rouergue. Voilà, Sauveterre de Rouergue, voilà. Et puis grâce à la chambre des métiers aussi, ça m'a permis d'avoir le label maître artisan ébéniste. Qui est important aussi. Voilà, donc c'est des gages de qualité, quoi, hein, avec un client, parce qu'on, voilà, avec les salons, on bosse beaucoup en France, quoi, un peu partout, donc il faut que le client il soit rassuré. Écoutez, merci beaucoup Nicolas. On sent la passion quand vous exprimez. C'est formidable. Ah ben s'il y en a un qui est heureux d'aller bosser, c'est moi. Écoutez, voilà. C'est pas tous formidable. les jours facile, mais je suis heureux. Voilà. Et on le sent. Écoutez, merci beaucoup à vous. Eh ben, merci à vous, à bientôt. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibault le French Trotter. Avec la Chambre de métier de l'artisanat d'Occitanie. Merci Thibault pour cette nouvelle visite. Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté Sud Radio, c'est ça la France.